Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure. Une lumière que nous allons projeter cette semaine sur une actrice lumineuse et que nous découvrons très résiliente grâce à son livre dont nous allons parler. Clémentine Célarié, bonjour. Bonjour. Très heureuse de vous recevoir pour évoquer ce dernier ouvrage que vous avez écrit, le 5e, Les mots défendus, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Un livre dans lequel vous racontez votre combat contre le cancer, un cancer du côlon, qui vous est tombé dessus il y a exactement 2 ans, c'était en novembre 2019. Le titre, je le disais, Les mots défendus, ça aurait pu être le mot défendu. Non, le cancer. Oui. Oui, alors, s'il y a bien un mot défendu, c'est celui-là. C'est celui-là, à oui. défendre, parce qu'il faut... À défendre ou à... les deux, voilà, c'est-à-dire qu'il faut le... Moi, je trouve qu'il faut le banaliser, Ceux qui n'ont pas envie de parler de leur cancer, je comprends très bien, et ils ont raison de ne pas le faire, parce que chacun, ça regarde chacun, c'est très intime. Mais ceux qui ont envie d'en parler, ce qui était mon cas, ne peuvent pas, en fait. On ne peut pas en parler. C'est une maladie qui est associée à la mort. C'est-à-dire que si vous dites que vous avez un cancer, ce que j'ai très peu fait quand j'ai été opérée. Juste avant d'être opérée, je jouais. Et puis après avoir été opérée avant de faire la chimio, j'en parlais. Mais quand vous parlez de ça, les gens, il y a l'œil qui change. Vous savez, c'est comme tac, malade, mort. Oh là. Bon, non, en fait, non. On vous a conseillé de ne pas en parler, quand même, Pas en parler déjà avec des amis, et ensuite de ne pas en parler, ne pas faire un livre. J'ai voulu faire un livre parce que j'en avais besoin d'exprimer ce que je vivais, parce que je sentais qu'il y avait d'autres gens qui le vivaient aussi, même différemment. Chacun, on est tous singuliers, heureusement, mais je voyais des personnes en chimio qui avaient l'air particulièrement touchées, avec des chimios sûrement très violentes, et je me disais que pour tous ceux qui le vivent, je ne sais pas, et qui n'osent pas en parler, parce que c'est vraiment un tabou, c'est vraiment associé à la mort, c'est incroyable. Et ben, j'avais envie de parler de ça. Je me dis qu'il y a une éducation qui nous manque sur la maladie de façon générale, et le cancer en particulier, parce qu'on n'ose pas parler de la maladie. Comme si... Alors, il ne s'agit pas de se plaindre, ça n'a rien à voir. Il y a un journaliste l'autre jour qui m'a dit « Oui, mais on n'a pas envie de voir des gens qui se plaignent. » Mais les gens, en général, qui ont des maladies graves, ils ne se plaignent jamais. Ils sont super guerriers, combatifs et courageux et solaires et souriants. Moi, j'ai une amie qui a la maladie de Charcot, Lorraine. Oui, j'allais en parler, Lorraine, dont vous parlez dans ce livre. Oui. Et elle m'a élevée, elle m'a élevée à la vie, c'est-à-dire au plaisir simple, au plaisir... le premier étant respirer. Voilà, le premier, exactement. Enfin, oui. Pas un plaisir, c'est... Non, mais c'est une nécessité. Voilà, une nécessité, c'est la vie. Et en fait, on oublie, c'est vrai qu'on peut respirer, qu'on est là, qu'on peut se parler, qu'on a de la chance d'être ici. D'où, si vous voulez, après, l'éducation à la non-plainte, quoi, de ne pas se plaindre. Vous voyez, de ne pas râler, d'être toujours... de remercier toujours ce qu'on vit. Alors ça, c'est quelque chose qui est lié à la foi aussi, en fait. C'est d'être toujours réjoui, de toujours prendre l'expérience comme un cadeau, et même l'épreuve, en fait, comme un cadeau, oui, quand on s'en sort. C'est l'un des chapitres de votre livre, le cadeau de l'épreuve, des épreuves. Oui, parce que finalement, si on s'en sort... Ça a été un sacré cadeau. Vous le renommez, ce cancer, d'ailleurs, le pompon, le cancre, c'est l'anagramme. Ouais. Alors, oui, il faut que je vous dise un truc. C'est que l'anagramme de... Cancer de cancer, c'est cancre. Mais l'anagramme de éclairé, c'est un copain qui m'a dit ça. Xavier Brouard, pour ne pas le nommer, c'est Célarié. Ah oui. Donc, c'est marrant. Je trouve ça incroyable. Donc une épreuve à éclairer ma route. Oui, mais oui, c'est pour ça, je ne le savais pas, moi, que c'était l'anagramme. Oui. Et du coup, comme Célarié, l'anagramme s'est éclairé, je me dis que je suis illuminée un peu, ce qui est vrai un peu. J'ai un petit pet au casque, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est peut-être ce pet au casque, derrière ce truc de projeter dans l'imaginaire, d'avoir écrit ce bouquin pour créer un médicament imaginaire avec le public, lui parler. C'est un peu... Bon, c'est pas parce que j'ai un petit pet au casque, parce que je suis un peu illuminée, vous voyez.
Oui. Vous vous adressez à lui, en tout cas, à ce public. Oui. Vous le nommez même. Oui. C'est le Titan. Le Titan, bah oui, parce que c'est comme un grand personnage de la mythologie grecque, quoi. C'est comme un énorme personnage, puisque le public, c'est quand vous le voyez en scène, quand dans les théâtres à l'italienne ou même des théâtres comme ça, c'est fantastique. Et je l'associe à une personne. Une personne, vous le tutoyez tout au long de ce livre. Je me sens parfois plus comprise par toi, rencontrée sur le quai d'une gare, qu'avec un ami d'enfance. Oui, parce que c'est éphémère, cette relation au Titan, au public. Oui. Et en même temps, c'est profond, parce que moi, j'ai 64 ans. Donc, en fait, j'ai commencé avec 37,2, j'avais 27 ans. Claude Sautet est même plus jeune. Donc, ça fait 40 ans qu'on se connaît. C'est comme un vieux couple. On est un peu comme un vieux couple. Et c'est chouette, parce qu'on ne partage pas nos brosses à dents avec le public. On se croise dans la rue. Il y a vraiment, on se voit là au théâtre en tournée, car je suis en tournée de Une vie de Maupassant. C'est extraordinaire. Aussi. Donc, si vous voulez, quand une vie a été interrompue par ce cancer que j'ai eu, parce qu'il fallait faire une chimio après, donc jouer en étant en chimio, c'était pas possible. Et bien, du coup, j'avais un tel manque de ça. Et puis, c'était pour donner un sens à ma vie qui était réduite à mon lit, un peu, pendant la chimio, qui était une chimio préventive. J'ai eu la chance de ne pas avoir une chimio curative. Hein. Mais bon, ça vous met bien... bon. Vous êtes un peu comme... Donc, vous êtes entre deux, puis vous ne savez pas trop ce qui va se passer après, de toute façon, hein, parce que vous comprenez bien que vous avez affaire à un bazar un peu, qu'il va falloir... voilà. Et du coup, ben, si vous voulez, ce qui m'est venu naturellement, c'est de parler à quelqu'un. Et comme je n'avais pas à ce moment-là d'homme dans ma vie, comme j'avais Jérôme Fouché, qui est mon producteur et ami, et qui a été là du début, mais c'est pas mon amoureux. Donc, si vous voulez, enfin, lui, je lui parlais tous les jours, mais donc, ben, je me suis dit, tiens, ben, en fait, s'il y a une personne qui est là, c'est le public. Et c'est vrai que le public pardon de vous couper, le public vous comprend parce qu'il sait quand vous débordez et que vous dites des bêtises, il vous pardonne. En fait, il vous connaît au bout d'un certain temps. Il sait que vous êtes sincère, en fait, je dirais. Il reconnaît le public, la vérité. Je ne sais pas comment expliquer. Il ne faut pas prendre le public pour un con. Quelquefois, pardon de dire des gros mots, mais la télévision prend le public pour un débile. Et c'est nul. Je trouve ça nul de faire ça parce que, du coup, il n'y a pas d'échange, si vous voulez. Il n'y a plus de... Vous voyez ? Dans certaines émissions, on se dit ouais, ça marche parce que. Mais c'est pas parce qu'une émission marche qu'elle vaut le coup, quoi. Enfin, vous voyez. Bon, bref. Vous vous adressez à ce titan, cette espèce d'égrégore allégorique, ce public, c'est tout le monde et personne à la fois. Est-ce que ça renvoie pas finalement aussi à soi-même et à la solitude ? Oui, alors c'est une solitude que je me crée, que je veux, que j'aime. Pas forcément. Là, c'était aussi la solitude qu'impose peut-être cette maladie. Oui, alors oui. Parce que vous parliez justement alors la de votre chambre d'hôpital. Parce que là je suis en tournée, c'est un truc. Au moment où très vous drôle. avez écrit ce livre, oui. Mais la solitude en tournée, c'est drôle. Je fais une parenthèse 2 secondes. C'est drôle parce que vous êtes très seul et traître avec plein de monde, mais seul. Mais moi j'adore ça parce qu'en fait. C'est une solitude qui est belle. Quand la solitude est choisie, de toute façon, elle est forcément belle parce que c'est une forme de... On se sent très bon. Mais pendant le cancer, en fait, pendant la chimio, parce que pendant le cancer, c'est pas le cancer le problème, parce qu'il est opéré. Et ensuite, j'étais à l'hôpital avec toutes ces infirmières merveilleuses, ces aides-soignantes merveilleuses, qui sont des petites fées, je les compare à des petites mamans, plein de petites mamans comme ça qui étaient là, plein de petites... des sœurs, c'est génial, quoi, qui mettaient des heures à venir quelquefois parce qu'il y avait des histoires... Bon, bref. Mais, donc en fait, là, j'étais pas du tout seule. Et puis Jérôme venait souvent, et Laurent, je dis pas qui c'est, mais des amis très proches, et mon agent et ami, enfin bref. Et puis, bref, des gens de ma famille, mais pas mes enfants. Mais après, quand j'étais dans mon lit, en fait, j'étais pas seule, en fait, parce que je gambergeais sans arrêt. Je me suis dit, il faut que j'écrive un truc. C'est une période incroyable, en fait. J'étais pas désespérée, j'étais pas triste. Il y a des moments où je dérivais dans des eaux un peu... Mais je n'étais pas triste parce que je me disais, j'ai de la chance, parce qu'en fait, ça ne m'a pas tuée. Ça ne me tuera pas, c'est le projet de guérir. Vous fabriquez un projet, un espoir, vous fabriquez
Et du coup, je voulais l'exprimer au public. Parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui, par exemple, je serais là avec vous. Je ne savais pas que je serais en tournée. Vous vous rendez compte la chance que j'ai, je suis en tournée. En plus, le spectacle a été reporté, mais pas annulé. Donc je remercie beaucoup. Hein. Je ne remercie pas Dieu, si vous voulez, je ne le nomme pas. Ou alors, si c'est Dieu, mais c'est une entité pour moi. Vous voyez, c'est une... De toute façon, j'ai une forme de foi qui est... Mais voilà, donc cette solitude, en fait, c'était une solitude pas vraiment profonde, pas profonde. Je me sentais j'avais l'impression que les gens étaient dans mon lit, hein. Pas sur mon lit, pas dedans, mais sur mon lit, autour, Bon, après, c'est... Voilà. Les gens, ce titan, donc... Le titan, le public, voilà, donc Et puis, un titan parfois encombrant, quand même, aussi. Le public... Parce que vous dites, ce café, ce livre, en fait, ce café que nous ne boirons jamais ensemble. Oui. Donc, parfois, il est très soutenant, il vous aime, il le dit souvent, mais il peut être parfois encombrant. C'est comme les amis, hein, quelquefois, ils sont tellement... ils sont bavards, quelquefois, ils veulent beaucoup, et puis... Mais l'amitié, de toute façon, c'est un apprentissage pour moi, parce que comme j'ai beaucoup déménagé, enfin avec mes parents, et puis ensuite toute seule avec mes enfants, et que je suis vraiment nomade. Oui, parce que vous êtes née en Afrique. Voilà, j'étais en Afrique, et puis ensuite, c'est un pli. Plusieurs pays d'Afrique, d'ailleurs. Oui, plusieurs. Hein, oui, l'Afrique, c'est... Des allers-retours. Je sais qu'on a ça en commun, c'est un trésor. Je pense que c'est quelque chose de très important, l'Afrique, en fait. Quand on est en Afrique, quelle que soit l'Afrique, de l'Ouest ou du Nord ou du Sud, l'Afrique, c'est un endroit, c'est un cadeau. Ça, c'est un premier cadeau de naissance. Mais il y a quelque chose, il y a une énergie, un truc, je sais pas comment le décrire. Mais est-ce qu'elle vous a aidé, cette Afrique aussi? Oh, je pense, oui. Je sais pas comment, on ne peut pas tout expliquer, heureusement d'ailleurs, mais je pense qu'il y a un truc, je sais pas, je dirais une sorte de feu, de cœur de vie, de trésor, il y a une énergie, quelque chose, quoi, qui est très fort. Moi, quand Votre fils aîné, je crois, est franco-africain. Comment? Votre fils aîné Oui, mon fils aîné est franco-africain, absolument. Oui, Abraham Diallo. Il est métis Diallo, absolument. Oui. Diallo, oui, Peul. Oui. Et oui, absolument, de moitié, Sénégal, Guinée, oui, et j'embrasse Mamie Diallo, et j'embrasse Henri, le père d'Abraham. Oui, c'est précieux. Et mes deux autres enfants sont métis belges. Métis belges. Voilà, Vous êtes parti en Afrique. Vous y êtes retourné d'ailleurs depuis? Je suis retourné une fois avec mon groupe Gitan, il y a quelques années. C'était génial, mais je ne suis pas retournée, non, parce que je ne veux pas y retourner, d'abord parce que je ne peux pas, j'arrive pas Non, mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps, parce que il faudrait qu'on y aille en tournée pour faire une vie. On voudrait essayer d'aller dans des villes comme ça, à l'étranger. On avait certaines villes qui étaient d'accord avant le Covid, et maintenant il faut que tout ça redémarre, et ça redémarre, mais voilà, mais l'Afrique, c'est précieux. Mais je voudrais y aller dans ma famille, vous voyez, dans la famille de ma belle-mère, de mon ex-belle-mère, et pas comme une Toubab, quoi, mais comme une Africaine que je suis aussi. Vous voyez, l'interview aussi est un peu décousue. On est parti en Afrique, on revient. Mais c'est bien, j'adore quand c'est décousu. J'adore quand c'est un peu le bordel. Ça vous plaît, on en parle tout à l'heure. Parlons aussi d'une vie. C'est vrai que c'est incroyable. Votre vie à vous a repris, sans mauvais jeu de mots, mais c'est une incroyable synchronicité quand même. Et une vie, donc la pièce de théâtre incroyable où vous incarnez Jeanne, donc l'adaptation de Guy de Maupassant, a repris aussi. Donc depuis 2 mois, vous êtes parti en tournée. Oui. C'est invraisemblable. Une vie s'est arrêtée à un moment donné. Oui. Une forme de vie, enfin, vous le dites aussi dans votre, la mienne et celle de Jeanne, dans votre livre. Et là, c'est reparti différemment. L'une et l'autre, d'ailleurs, aussi sur scène, vous sentez quelque chose à changer? Si vous voulez, il y a l'avant et après le cancer, quand même. Ça, c'est sûr que c'est une expérience tellement incroyable. Quand on en sort, c'est un chemin initiatique, quoi. C'est un truc... Et même pour ceux d'ailleurs qui restent, j'ai une amie dont le mari est parti d'un cancer, et elle a une force qu'elle développe, si vous voulez, il faut aller chercher tout le temps, tous les jours, pour les accompagnants, pour les aidants. Pour moi, aujourd'hui,
j'ai tout le temps un médicament. Autre que la chimio, d'abord je suis guérie, hein, c'est fini. Hein. Je le dis parce qu'il y a quelquefois je reçois des textos des gens qui me disent oh, je pense à toi, courage. Non, non, c'est fini. Terminé, enfin, merci de m'envoyer ces textos, mais tout va bien, quoi. Mais la scène fait que vous, tout le temps, j'ai l'impression comme un truc de labourer un champ, de le relabourer pour enlever toutes les mauvaises herbes, toutes les parce que le fait, c'est comme du sport. Le sport, c'est très très bon quand on sort d'une chimio, quand on sort d'un cancer. C'est la deuxième fois que vous parlez de médicaments. Le médicament, c'est la scène. Et c'est le rire surtout aussi. Comment ? Le rire aussi. Le rire, absolument. Le rire. Ça a été aussi une toujours dire des conneries, toujours dédramatiser. Ça, c'est un vrai médicament. C'est pour ça que, si vous voulez, c'est tellement mental, la guérison d'un cancer, que je ne comprends pas qu'on dise... Il faut que tu sois entouré. Il faut mental, que le bon mental, et que tu veux pas, et qu'on peut pas en parler. Ça va pas. Ça va pas. C'est contradictoire. Donc et puis non, n'écris pas un livre là-dessus, ne le dis pas publiquement. Ben si. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas la peste, puis même. Enfin, je sais pas. Et puis je l'ai pas eu. Et puis c'est pas. Ça me rappelle le SIDA quelquefois. Vous savez, c'est des maladies comme ça. On se dit oh là là. Et puis. C'est drôle ce truc que les gens ont peur, je l'ai su, moi je ne l'ai pas vécu parce qu'en plus j'ai la chance de faire un métier public, donc j'ai plutôt des amis qui se décuplent, que je vois quand je signe mon livre dans des librairies et quand je fais des bords de scène, après la pièce on fait des bords de scène, je sens plutôt une amitié, quelque chose qui naît de ça, de l'avoir partagé, plutôt que le contraire, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça c'est grâce à mon métier. Mais puis on est des humains, vous comprenez, on n'est pas des surhommes. On n'est pas. C'est important aussi dans notre métier Il y a des gens qui le font, c'est chouette, des gens qui disent voilà, des basketteurs là, vous savez, ils disent bah oui, moi j'ai le sida, j'ai eu ça, j'ai eu. Ben, enfin, on n'est pas. Vous voyez, il y a un truc bizarre avec la maladie en France, enfin. Dans le monde en général, mais en France spécialement. C'est comme l'âge, vous voyez, comme si on était... on va en reparler. Oui. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission. Oui. On va continuer à découvrir, à explorer des mots, défendus ou pas défendus. Je vais vous proposer 4 mots, je vais vous laisser seul, je vais m'éclipser, à vous de nous les éclairer et de nous les commenter. Commenter les mots, d'accord. À tout de suite. Oui. Clémentine, je vous propose mon premier mot, et c'est excessive. Bah oui, vivante, quoi, en fait. Moi, je comprends pas pourquoi on me déconseille l'excès. Je comprends pas. C'est comme la passion. Toute ma vie, on m'a dit tu es trop ceci, tu fais trop cela. Je ne comprends pas. Vous avez envie de dire aux gens, quand ils vous déconseillent d'être excessif, sois-le, toi, essaye, et puis tu me diras. Mais en fait, les gens qui vous déconseillent d'être excessifs sont ceux qui n'osent pas l'être. Ils ont peur de l'excès. L'excès, c'est la vie. C'est dans les débordements. Et d'ailleurs, ce livre est comme un débordement. L'excès, c'est une aventure. C'est d'aller... en dehors d'une limite qu'on se donne, que le système nous donne, puis d'aller voir un peu, mais c'est des limites qui ne sont pas dangereuses. On dépasse ces limites qui ne sont pas dangereuses. C'est pour ça que j'adore ce film Drunk, c'est parce qu'il raconte l'aventure de 4 hommes qui sont amis, qui osent aller dans quelque chose qui est un peu dangereux, mais qui est très vivant, qui est vibrant et qui est sincère et qui est vrai. Tant qu'on est dans la vérité, dans la sincérité, dans l'honnêteté, je pense que l'excès, c'est toujours beau. Voilà. C'est ce film danois, c'est ça, Drunk C'est magnifique, Drunk, parce que voilà un film qui parle de l'excès, de personnes qui sentent que leur vie est un peu endormie, il y a quelque chose qui ne va pas, et ils prennent le risque, ils sont aventuriers d'aller chercher dans l'alcool par rapport à cette phrase de ce philosophe qui dit qu'on manque de 0,5 grammes d'alcool dans le sang, c'est ça, hein, je crois, enfin bon, je ne vais pas dire de bêtises, et en gros, on manque d'1 verre ou 2 d'alcool dans le sang toujours. Moi, j'en ai pas pris là, hein, je suis complètement à jeun, mais... Et alors, ils le font, et c'est sur l'amitié, c'est sur si vous voulez, si on ne dépasse rien,
si on ne dépasse pas sa tête hors de la limite, il ne se passe rien pour moi. Et d'ailleurs, Maupassant qui est mon écrivain, je pense, préféré, il est tout le temps excessif, lui. L'art est excessif. Et alors, voilà, si les gens aiment l'art, ils peuvent se risquer eux-mêmes à être quelquefois excessifs, vous voyez. C'est pas... il y a des excès aussi dans la colère, dans la révolte. Et alors on dit « Ah, mais m'agresse pas !» Mais on n'agresse pas quelqu'un quand on est révolté. On crie quelquefois pour ne pas pleurer, vous voyez, c'est les excès. Enfin, et l'amour est excessif. Enfin, en plus, là, je suis chez vous dans une chaîne, enfin, dans une télévision, pardon, qui représente... Pour moi, la religion, ça a une forme d'excès, mais d'excès doux, serein. Vous voyez, c'est comme une expression, l'excès pour moi, une grande expression vers la beauté, vers la grandeur. Je pense à la mythologie, vous voyez, quand je pense à la religion, à la spiritualité, je pense à... L'excès aussi, c'est d'aller profondément en soi, d'aller fouiller, d'aller chercher la lumière, C'est à ces excès-là que je trouve, que je pense, et ce sont ceux-là qui m'intéressent, voilà. Mais après les excès, ou plutôt en contradiction de ces excès, le cancer contraint à une certaine frugalité, à l'abstinence. Oui, mais l'abstinence aussi, c'est un excès pour moi, en fait. C'est toujours des... L'abstinence, oui, c'est-à-dire que, à la rigueur, en tout cas. Après, l'abstinence, je sais pas tellement... c'est quoi l'abstinence, pardon? C'est pour vous? C'est de se restreindre. Oui. On est contraint de se restreindre. Alors, c'est sûr qu'on connaît l'abstinence sexuelle, entre autres, mais il y en a d'autres. Oui. Ah oui, alors l'abstinence sexuelle, au début, oui, c'est normal, parce qu'on ne se sent pas tout reformé, vous voyez, en tant que femme. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me disais, vous vous sentez un peu fragile, pas très sexuel, pas très sensuel, vous n'avez pas tellement envie de faire la belle, quoi. En chimio, vous pensez à autre chose. Vous êtes toute mince, mais bon, vous n'avez pas tellement envie de... Et puis après, vous vous sentez un peu atteinte, un peu fragilisée, quoi. Mais vous êtes debout, après, c'est merveilleux, mais vous sentez, puis vous perdez vos cheveux. Donc ça, les cheveux, c'est quand même... c'est un truc... c'est un bijou, les cheveux, enfin, quand on en a. Et c'est vrai que je vous disais tout à l'heure que depuis que... voilà, en tout cas, je le disais à quelqu'un de votre équipe, mais que quand les cheveux repoussent, là, on se sent guéri, quoi. C'est ce qui est nul, parce que on peut être malade avec des cheveux longs, quoi, vous voyez, mais c'est toujours ce truc. Alors l'abstinence, oui. Alors après, oui, de toute façon, quand on renaît on renaît d'un cancer, en fait. Pour moi, c'est quand on en revient, quoi, quand on en guérit. Pour moi, on renaît, c'est-à-dire on est autre, mais on enlève une peau, comme la peau d'un serpent. Et alors, le plus difficile, je trouve, c'est de s'enlever l'énorme armure qu'on s'est construite pour batailler le cancer. Et batailler la chimio, elle a tendance à vous... Forcément, comment dire, c'est un gros médicament qui est très... Alors moi, je la prenais, je lui disais, oui, vas-y, soigne, vas-y dans tous les canaux, les trucs, mais en fait, il y a des moments où vous vous sentez un peu comme rien, en fait. Vous avez l'impression que vous n'existez plus trop, c'est vrai, mais moi, je me disais, allez, il ne faut pas... Donc vous construisez une espèce d'armure, mais c'est X-Men, hein, c'est voilà, les trucs de Serval, les trucs... C'est la ferraille, comme vous l'écrivez? La ferraille, absolument, le dur, du dur. Et du coup, après, quand vous êtes guéri, il faut se débarrasser de ça. Il faut accepter le bonheur, accepter que vous n'êtes plus menacé, accepter qu'il n'y a pas une saloperie derrière un cadeau de la vie, vous voyez. Alors ça, c'est... Et donc, du coup, cette abstinence, du coup, pas seulement sexuelle, de tout, de se dire, machin, je sais pas quoi, enfin, de tout,
ben, il faut s'en défaire un peu. C'est-à-dire qu'il faut avoir une rigueur, moi je pense. Mais ça, c'est chouette, la rigueur, parce qu'avec l'âge, de toute façon, la rigueur, elle grandit, et c'est ça qui est intéressant avec l'âge. On veut nous dire tout le temps que l'âge, c'est pas bien. Si, l'âge, c'est merveilleux, l'âge. C'est une richesse qui grandit et tout ça. Bon, bref. Mais bon, l'abstinence, moi, j'ai bu beaucoup de champagne quand même hein, pendant ma chimio. Hein. Oui, dès l'annonce de la maladie. Oui, dès le jour même, avec Jérôme, nous avons bu du champagne. Nous avons bu du champagne tout le temps. Même quand j'ai eu mon embolie pulmonaire, enfin le jour où je l'ai eu, que j'ai, bon là on n'a pas, on n'a pas le droit dans les soins intensifs, voilà. Mais après on en a bu tout le temps parce que c'est comme pour foutre des claques au problème quoi, à l'espèce de condamnation passagère. Hein. Vous avez envie de le dégager. Vous savez que quand on a le cafard, c'est vachement bien de faire ça comme ça. Alors, dégager. Mais le faire physiquement même. Hein. C'est comme rire. Si vous n'avez pas envie de rire, quelquefois, il y a des ateliers de rire, vous faites. Et puis en fait, ça démarre le. Bon, je vous dis ça, c'est comme ça. Allez, on passe au deuxième mot. Oui, au troisième. Deuxième. Ah bon. Mystère. Ah, le mystère. Ben, le mystère, pour moi, c'est. Un être, c'est un mystère. Quelqu'un est un mystère. Le mystère, c'est la pudeur de quelqu'un. Par exemple, pour moi, Valérie Lemercier, elle est mystérieuse. Parce qu'elle parle beaucoup, elle exprime beaucoup de choses et elle doit cacher beaucoup de choses. C'est quelqu'un de passionnant que j'adore. Le mystère, c'est le vrai mystère pour moi. C'est pas le mystère que fabriquent certains acteurs ou actrices. C'est comme si, si vous voulez, ce serait comme si je parlais très peu, vous voyez, comme ça, et que je faisais des longs silences, sans fin. Bon, d'accord, mais ça, j'appelle ça autre chose. J'appelle pas ça du mystère, mais il y a le côté diaphane et névrosé qu'on veut nous faire avoir quand on est plus jeune, même tout le temps. Ce côté comme ça, ça c'est pour attirer le chaland, en fait. Quand on... Pardon, mais en général, ce mystère qu'on veut nous faire avoir quand on est plus jeune, ou même quand on est âgé, mature, c'est un mystère fabriqué complètement. Les vrais gens mystérieux, pour moi, sont souvent des gens comme Valérie Lemercier, ou comme, je sais pas, des gens comme Villeray, Jacques Villeray, ou des gens comme des contemporains, comme, je sais pas, des scientifiques aussi, ça me reviendra les noms, mais Grothendieck, c'était un grand scientifique qui est mort aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde. Il était mystérieux. Je sais pas, des gens mystérieux, c'est Boris Cyrulnik, malgré qu'il est quelqu'un que j'aime beaucoup. Delphine Orviller aussi, que j'adore, qui est une rabbine. Le mystère, c'est... C'est le mystère de la foi aussi, le mystère de Dieu. Bien sûr, oh là là, oui. De Dieu. Ah mais bien sûr, mais j'allais le dire, mais je voulais en fait arriver à ça. La foi, c'est un mystère fantastique. La vie est un mystère. Les vrais mystères, c'est... La vie, c'est Lorraine, ma copine, comment elle fait pour vivre alors qu'elle est complètement assistée partout, qu'elle ne peut plus respirer qu'avec une machine, parler plus avec une machine. Ça, c'est un mystère pour moi, un mystère du courage. La foi, oui, Dieu est un mystère, bien sûr. Et la vie est un mystère, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est du vrai mystère, vous voyez, et c'est de l'aventure. Le mystère, c'est lié pour moi à l'aventure. C'est aller chercher dans le mystère, vous voyez, Le public est un mystère. La scène, c'est un mystère. La scène, quand on est sur scène, c'est très, très spirituel, en fait. Le théâtre, il y a quelque chose d'un partage extraordinaire, presque mystique. Enfin, il y a des moments où on a une transmission de pensée. Moi, je suis tout seul en ce moment sur scène pour Maupassant. Donc, je suis en face du titan, le public que j'appelle le titan, cette grande personne. Eh bien, il y a des moments où je me dis, mais... Ils savent, ils perçoivent. Alors c'est les mots de Maupassant. Vous comprenez, les mots de Maupassant, c'est la beauté, c'est la pureté absolue, c'est l'absolu aussi, c'est le mystère de l'absolu, le mystère de la nature, le mystère de... On est entouré de mystères en fait, mais créer le mystère pour attirer le chaland comme actrice, non. Non. Alors il y a des petits mystères.
Par exemple, votre prénom. Ah oui. Votre prénom, c'est Myriam, Myriam, en fait. j'en ai 5. Hein. Myriam, oui, Germaine. C'est le premier des 5. Oui, voilà. C'est Marie, en fait. C'est Marie, absolument. C'est Marie, absolument, ouais. Et oui, je m'appelle Marie, ouais. En arabe, Myriam. Et oui, mais en fait, ça, je l'ai dévoilé. C'est pour ça que je l'ai dit, parce que moi, j'aime bien dire la vérité. Je trouve que c'est important, la vérité, parce que sinon, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Justement, à fabriquer du mystère, à pas dire les choses, ne pas dire son âge, je trouve ça chiant, je trouve ça nous met dans un conformisme qui m'énerve vraiment, qui me révolte, quoi. Je trouve ça terrible, parce que plus on va banaliser l'âge, c'est comme le cancer, pardon de parler, de comparer l'âge au cancer, mais l'âge c'est pareil, si on ne banalise pas l'âge, même nous les actrices, personne ne va le faire, il faut qu'on le fasse, je trouve. Parce que plus on va le banaliser, plus on va s'en foutre de l'âge. Ça n'a aucune importance, l'âge. Le chiffre, c'est rien. Il y a des gens qui ont 20 ans, qui sont des vieux. Voilà, il y a des gens qui ont 60, 70, 80, qui sont des oui, d'ailleurs, comètes. 80 ans, vous souhaiteriez presque vous marier à cet âge-là. Bah, non, mais si je me marie un jour, mais je voudrais me marier, même si ça durera une journée. Je voudrais me marier avec une grande robe blanche, absolument. Ben oui, parce que 80 ans au moins, bah, vous savez que c'est pour votre âme qu'un homme va... Ça dépend, remarquez, on peut être très très bien gaulé à 80 ans. Moi, je connais une femme qui a 90 ans, qui s'appelle, je ne dirai pas son prénom, mais elle sait à qui je pense, d'ailleurs qui va se faire opérer, à qui je pense, qui est une femme exceptionnelle, elle fait 20 ans de moins. Enfin, c'est tout, on décide de l'âge qu'on a en fait, de l'âge qu'on fait en tout cas. Et puis l'énergie, tout ça, c'est une femme qui entretient son corps, enfin bon bref. Donc on parlait de... J'ai perdu le fil. Alors je suis toujours là. Je veux revenir sur Myriam. Pourquoi n'avez-vous pas gardé ce prénom? Alors, oui. Ce beau prénom. Merci. En fait, je le garde dans ma vie. Hein. Tout le monde m'appelle Myriam dans ma vie privée. Je veux dire, mes parents, enfin ma maman, mes frères, mes amis très proches, ils m'appellent Myriam. D'ailleurs, quand ils m'appellent Clémentine, j'ai dit voilà. Mais Clémentine, c'est parce que Patrick Meyer, qui m'avait engagé sur Radio 7 il y a longtemps, m'avait dit écoute, il faut que tu ris tout le temps, ça serait chouette que tu aies un prénom de fruit, un truc sympa, marin. Puis il trouve Clémentine. Et moi, comme je voulais être actrice, comédienne, je m'en foutais, vous voyez, de m'appeler Clémentine à la radio. Puis après, je l'ai gardé. Je l'ai gardé bêtement, parce que je sais pas. Mais c'est pas grave, aujourd'hui. Clémentine, c'est comme un 6e prénom, du coup. Ça, c'est Myriam, Clémentine, Myriam, Germaine, Antoinette, Henriette, Anna. Mais Anna, c'est ma grand-mère qui s'appelait comme ça, une de mes grand-mères. Mais je ne l'ai pas gardé parce que, de toute façon, j'en parle beaucoup de ce prénom. C'était pour ça, c'était pour la radio. Mais j'aimerais bien signer, mais c'est pas grave. Pour moi, vous savez, j'oublie souvent le nom des gens, le prénom des gens, donc c'est pas grave le prénom. Ce qui est important, c'est qu'on a à l'intérieur et dans mon âme, je m'appelle Myriam, quoi. Vous voyez, c'est mon prénom, quoi. Allez, on passe au 3e mot. Cette fois-ci, c'est le bon, et c'est ange. Ange. Waouh, alors là, vous y allez fort, alors. Ange, carrément. Alors, un jour, je pense qu'on a des ailes, tous, on a tous des ailes sur nous. Enfin, on est, je pense, avec des grandes ailes. Après, ces ailes, la vie, quelquefois, en arrache une, puis une autre. Mais le truc, pour moi, c'est que ça repousse toujours les ailes, en fait. C'est-à-dire que nos anges, les anges que nous sommes aussi, les anges que nous aspirons à être aussi, enfin, en tout cas moi, les anges que nous pouvons être, en fait, on repousse toujours, même à notre insu. Je pense qu'il y a une capacité d'ange. Pour moi, l'ange, c'est la bonté. Hein. C'est la bonté, c'est l'espoir, c'est ce qu'on a en nous, tous, je pense.
Après, la vie et notre éducation, notre culture, quelquefois nous plie, nous prend nos ailes, nous dit mais non, c'est pas ça. Alors que si, le but pour moi, c'est de faire grandir ses ailes et d'être le plus bon possible. La bonté, c'est pour ça aussi que je suis venue dans votre télévision, c'est que j'aime la sérénité qu'il y a, que vous dégagez, d'ailleurs je vous le dis parce que vous n'êtes pas en face de moi, c'est plus facile, une espèce de bonté, de bienveillance. La bonté, pour moi, c'est essentiel dans la vie. Le mot ange, c'est associé à ça. C'est la quête de la bonté, la quête de la vérité aussi, de la dire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que je me dis, tu as eu la chance d'être revenu de ce cancer. Il y a des gens qui n'en reviennent pas. Il y a des gens qui sont malades en ce moment, qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ne sont pas comédiens au public et tout ça. Et donc je me suis dit qu'en fait, je réalise en ce moment, vu la façon dont les gens sont, que c'est de l'amour en fait, que j'ai voulu fabriquer. L'amour, par exemple l'ange, l'amour, c'est un truc qui est un truc bien plus important, bien plus fort que toutes les haines, que toutes les guerres, que toutes les divisions dans lesquelles on veut beaucoup nous mettre, je trouve. L'amour est bien plus fort, mais il demande peut-être plus d'efforts, en fait, plus de force, je ne sais pas, peut-être que la haine, vous voyez. La haine, c'est... D'ailleurs, souvent, on se souvient que dans nos rapports, quelquefois, on se souvient que des mauvais trucs. Quelquefois, quand il y a des conflits, quelquefois, on dit oui, mais c'est pas comme ça. Et tu dis, mais enfin, je t'ai dit que je te trouvais formidable, que ton travail avait été. Oui, on se souvient souvent des mauvaises choses plutôt que. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la télé, il y a des programmes horribles que les gens regardent, parce que on a ce côté, même moi, hein, de quelquefois de regarder des journaux débiles mais 5 minutes, hein, ça ne dure pas longtemps, parce que je sais pas. Parce que c'est de l'anecdote, quoi. Mais ange, c'est... C'est votre ange gardien aussi. Oui, alors, vous voyez, c'était induit pour moi. Mais... Jérôme. Ah oui, votre oui, producteur, ah oui, d'accord, oui, gardien. Aussi. Alors, l'ange gardien... Vous avez peut-être aussi un ange gardien qui vous a protégé. Oui, l'ange gardien, c'est essentiel quand on a un cancer. Je pense que, d'ailleurs, il devrait y avoir... Même la Ligue contre le cancer, on est en lien maintenant et on va le rester. C'est un truc que je pourrais même leur dire. Vous savez, il y a sûrement des gens qui pourraient, comme vous savez, quand on adopte ou quand on est parrain d'un enfant malade ou sans rien en Afrique ou dans des pays où il y a beaucoup de difficultés et de pauvreté, on pourrait presque, tu vois, vous voyez, on pourrait presque organiser une sorte de solidarité comme ça avec des gens qui écouteraient quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui pourrait appeler, qui aurait un ange gardien, quoi, comme j'ai eu moi. Ça, c'est la base. Si vous n'avez pas un ange gardien, quand vous avez, alors moi, j'admire profondément les personnes qui s'en sortent et qui n'ont pas cet ange gardien. Alors ça, et qui le créent du coup, qui sont obligées de le créer, de l'inventer, je ne sais pas comment elles font ces personnes. Je les admire du fond de mon cœur et je les embrasse et je les serre contre mon cœur. Je trouve que ça, c'est... Parce que la personne qui est là tous les jours, même pas forcément chez vous, mais qui vous appelle tous les jours, vous sentez qu'elle est là, vous sentez que ça, c'est... Et je sais qu'il y a des couples aussi, il y a les amoureux qui sont là, ou les amoureuses, et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Parce que c'est... Pardon. Alors, après les anges, je vous propose un autre mot, c'est religieuse. Sœur Myriam. J'ai failli être sœur Myriam. Voilà. Alors... Vous étiez chez les sœurs en rentrant d'Afrique. J'étais chez les sœurs, oui, parce qu'en fait, j'avais eu un problème au lycée. Et je m'étais fait virer du lycée Léomba à Libreville parce qu'on m'avait traité de raciste. Alors ça, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité, mais c'est pas grave. On m'avait traité de raciste parce que je m'étais défendue contre un type qui me dragouillait, enfin bon, peu importe, on s'en fout. Et du coup, j'étais aux Ursulines, à Saint-Germain-en-Laye.
Et alors là, j'ai vécu vraiment une solitude qui n'était pas choisie et qui était voilà. Mais ça m'a élevé. Vous voyez, ça grandit. Toutes les épreuves, si on s'en sort, elles nous grandissent. Donc ça m'a grandi. Et du coup, je me souviens que maman m'avait fait un peu de catéchisme quand j'étais en Afrique. Et de toute façon, j'avais toujours été marquée par ce truc de si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite. Pardonne. Bon, c'est un sacré boulot, hein. Mais en fait, je comprends ça. De toute façon, je ne retiens rien de ce qui est négatif et ce truc de la bonté que mon métier permet d'ailleurs. Mon métier me permet quand je suis seule sur scène, par exemple, là, d'aller au plus profond du travail, de la sincérité dans les émotions, avec Maupassant qui incarne pour moi une beauté quelque chose de magnifique, de très pur. Mais donc, pour revenir aux mots religieuses, je pense que j'ai un amour pour la vie et pour, à un moment donné, Jésus, que je trouvais très beau. Oui, vous êtes fasciné par Jésus-Christ. Dans Bénure, écoutez, il est beau dans Bénure, hein, pardon, mais il est très beau. Voilà, alors c'est l'acteur. Mais même, j'étais passionnée aussi par La Passion du Christ, que je trouve un film incroyable. D'ailleurs, l'acteur qui a joué dans La Passion du Christ est resté... il est devenu un disciple. Enfin, je veux dire, il est devenu... c'est incroyable. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de spirituel, enfin de christique, Je trouve que, par exemple, vous voyez, quelquefois, avec mon administrateur de tournée, que j'embrasse au passage, qui s'appelle Laurie André, avec qui je vis littéralement en ce moment, parce qu'on prend le train, la voiture, tous les deux, tout le temps, on aime bien aller dans les églises avant de jouer. Ça, une église ou une mosquée, je fais exprès de dire ça évidemment, ou un temple, ou une synagogue, pour moi, ce sont des endroits c'est la paix, c'est le sacré. Le sacré, c'est important pour moi, c'est la vérité, c'est l'espoir, c'est le recueillement. Le recueillement. C'est ce qui, en ce moment, on nous éloigne complètement du recueillement. C'est dommage, c'est grave même, je pense. Le recueillement, c'est très important. Les machines, tous ces téléphones, ces trucs nous empêchent vous voyez, au lieu de contempler un paysage, c'est une forme de recueillement, de méditation, on appelle ça comme on veut, mais de respirer, tiens, voilà, juste simplement le moment et tout ça. Donc oui, religieuse, le problème c'est que je suis une grande amoureuse des hommes. Donc oui, je pense que j'aurais été amoureuse... Du curé. C'est ce que vous écrivez. Vous écrivez aussi « J'ai vécu des instants aussi spirituels et gracieux que certaines religieuses ». Oui. Lesquelles? Est-ce que vous avez vécu des expériences mystiques? Je me souviens de ma profession de foi. Je me souviens de la retraite avant la profession de foi, vous voyez. Et à 14 ans, hein, c'est la profession de foi, c'est à 14 ans quand j'étais rentrée de... Je me souviens, je ne sais pas. Parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas être seule, vous voyez. Alors après, c'est d'être accompagnée. D'ailleurs, c'est ce qui m'a un peu piégée quand je ne suis pas allée me faire soigner tout de suite de ces histoires de côlon, tout ça. Enfin, voilà. Hein. Je me suis dit, vous pensez que vous êtes... quand vous êtes relié à une espèce de choses, de spiritualité, que vous ne savez pas trop définir... Et puis quand vous êtes sur scène, que vous avez l'impression de toucher ce partage incroyable, cette communion avec les gens, moi j'avais l'impression que rien ne pourrait m'atteindre, vous voyez, que ce monde, cet autre monde dans lequel je vivais, parce que je ne vis pas beaucoup dans la réalité, en fait, je vis beaucoup dans l'imaginaire et dans les projets. Et je me disais, ça me protège, vous voyez, voilà, on se sent protégé, voilà. Mais en fait... Vous vous sentez toujours protégé? Oui, ça revient. Ça revient parce que, grâce à la scène, parce qu'il y a vraiment une forte dose de spiritualité pour moi quand je joue, c'est incroyable. C'est lié à la beauté, au sacré des mots de Maupassant, et c'est lié au sacré du théâtre. Le théâtre, c'est sacré.
c'est l'instant et c'est sacré pour moi. C'est-à-dire que on donne tout totalement, et le public vous donne aussi, et c'est un endroit hors du monde, hors de la réalité, hors d'une certaine réalité, on en crée une autre, c'est extraordinaire la scène. Donc j'ai l'impression que chaque jour, c'est comme si chaque jour il y avait un bain d'énergie. Oui, non, mais j'allais dire un monstre, vous voyez, mais un beau monstre, hein, les monstres, c'est pas toujours laid. Il y a une grosse bête comme ça qui à chaque fois... Un titan. Oui, un autre titan. Un autre titan. Qui à chaque fois déblayait tous les... Parce que forcément, vous avez toujours un petit truc tout petit comme ça, bon, mais vous êtes guéri et le fait de jouer, oui, ça laboure le champ et puis ça dégage les trucs, quoi, voilà, c'est... Allez. Clémentine, merci beaucoup. Je vais revenir auprès de vous revenez. Conclure. À tout de suite. Ouais. Alors Clémentine, je suis de nouveau auprès de vous. Comment avez-vous ressenti cette expérience ? J'adore, c'est génial. Non pas que c'est pas chouette de vous avoir en face de moi, mais parce que on descend dans l'intimité. Quand on est tout seul, on est obligé d'aller chercher, voilà. Il y a un mot qui vous a particulièrement touché parmi les 4 proposés ? Peut-être ange ou... Parce que c'est la protection. Et excessive ? Excessive ça, aussi, bah oui, parce qu'on m'embête. L'un des chapitres. On m'embête tellement avec ça. Et ce qui est livre. bien avec l'âge, c'est qu'on ne vous embête plus. On ne vous donne plus de conseils. On ne vous dit plus. Quand même, tu devrais faire attention, parce qu'on a compris que c'est trop tard. En fait, je veux dire, voilà, j'ai choisi de vivre Ce comme cancer, ça. Parfois, vous l'avez vécu, vous le dites, comme un cadeau, le cadeau de l'épreuve. Après, hein, mais quand parfois c'est guéri. aussi comme une punition, une sanction. À un moment donné, quand le spectacle Une vie au Maturin, ça jaillissait, c'était en pleine ascension et que ça a été fauché comme ça en plein vol, vous vous demandez, mais ça c'est parce que je ne me suis pas occupée de moi. Et ça, il faut s'occuper de soi. Ça, c'est une grande leçon. Il faut s'occuper de soi, de sa santé, c'est important. Pas être hypochondriaque, mais faire les minimums de contrôle, de trucs, de machin. Mais... sinon, punition, non. C'était au début, ça. Mais après, pendant la chimio, non. De toute façon, moi, je veux transformer le mauvais en bon. Sinon, si vous commencez à vous attarder sur le mauvais, moi, je ne peux pas. Parce que sinon, on tombe. Je veux dire, on ne peut pas. La vie est trop belle. Il faut souffler sur les braises, quoi. Il ne faut pas regarder les cendres. Il faut tout le temps que le feu soit... Oui. Mais c'est beau ce que vous dites. Effectivement, transformer le mauvais en bon, oui. Ben oui, et puis parce que de toute façon, ça ne change pas. Une épreuve, le chemin de la vie est le même, qu'on le passe en riant, en pleurant. Même s'il y a quelque chose de très grave, si on rigole, ça ne va pas rendre la chose, ça va pas, on méprise pas. C'est, allez quoi, vas-y. Mais bon, mais je dis ça, il y a des moments où on ne peut pas, on n'a pas la force. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens, quand on sort d'une épreuve comme ça, on en est forcément grandi, forcément enrichi. Parce qu'on n'aurait jamais... vécu certains moments de solitude et d'envie de se réjouir de la vie. C'est pour ça que mon livre parle de lumière, alors qu'on n'a pas traversé ça. C'est l'école de la vie, quoi, si vous voulez. C'est l'école de... Voilà. Vous voyez la vie différemment. Puis, oui, pire qu'avant, plus d'excès encore. Plus d'excès encore, mais je suis plus. Mais oui, c'est-à-dire que non, mais il faut aller au bout du truc. Ouais. L'excès, c'est beau, c'est l'expression. Ouais. Il faut vivre, quoi. Il faut bouffer la vie. Oui, il faut parce qu'on a la chance de pouvoir la manger, quoi. Donc il faut la dévorer, quoi. Voilà, pas perdre de temps. Merci beaucoup. Clémentine Célarié, je rappelle le titre de ce livre, Les mots défendus. Il y en a beaucoup de mots. On en a proposé 4, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment très émouvants. Merci. Sur votre bataille, votre combat, votre aventure contre ce cancer. Vous êtes de nouveau sur scène, donc en tournée avec Une vie adaptée de Guy de Maupassant. Ouais. Donc là, bientôt en Bretagne, mais vous sillonnez la France. Là, jusqu'à quand alors? Quelles sont les dates? Jusqu'au mois de mai. Oui, et j'ai beaucoup de chance. C'est pour ça que je remercie aussi tous les jours. Hein. Tout le temps, je remercie. Oui. Et vous remerciez Dieu? Je ne remercie pas Dieu. Je remercie... il fait partie de ça, mais je veux dire...
parce que pour moi, Dieu, je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est encore plus grand que Dieu. Dieu fait partie, pour moi, de tout un truc, de toute une chose, chose mystérieuse, voilà. Donc je remercie les énergies, plein de choses, la vie, les arbres, tout, voilà, et de pouvoir être sur pied, de faire ce spectacle, et qu'on va reprendre encore en tournée de septembre à décembre 2022, parce que comme on a de la demande, et c'est tellement réjouissant de retrouver cette vie de Maupassant que du coup, on veut vraiment... et puis on va faire une captation aussi de la pièce, donc ça c'est fantastique. Vous allez jouer dans une église ? Comment ? Vous allez jouer dans une église ? Ça se fait, depuis ça beaucoup. Se fait, c'est pour ça que tout d'un coup j'y pense. Oui, Depardieu a fait ça aussi, on m'a dit, et c'est super, il n'y a pas que lui, il y a Fanny Ardant, enfin bon bref, il y a pas mal d'acteurs qui le font. C'est super, sauf le problème c'est le son. Oui. Mais bon, oui, bien sûr. De toute façon, moi, je voulais jouer dans les églises au moment du confinement. Mais on m'avait dit non. J'avais trouvé ça dernier bizarre. Projet ou quelque chose à nous dévoiler avant qu'on Pierre et Jeanne, que j'ai Oui, bien sûr, Pierre réalisé. et Jeanne, donc votre premier long métrage. Voilà, que j'ai réalisé. On cherche un distributeur, tranquillement. Voilà, parce que produit par Mathieu Rubin, avec des acteurs merveilleux dedans. Il faut une adaptation de Guy de Maupassant, qui est votre maître. Absolument. C'était Pierre et Jean, et c'est devenu Pierre et Jeanne. Voilà, Pierre et Jeanne, absolument. Jeanne d'une vie. Oui, aussi, un peu, tout se répond. J'avais même pas pensé, en fait. Tout ça, c'est bon. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci à vous, Clémentine Célarié. Merci à vous, derrière vos écrans. Comme vous le savez, vous pouvez nous retrouver en replay sur kto-tv.com.